Coucou mes chers et tendres abonnés, bienvenue, c'est The Rings of Power saison 2, c'est super, enfin on va en parler, ça m'a pris un peu de temps mais maintenant je suis prêt, on va en parler tranquillement, c'est une vidéo qui est plus ou moins spoilante, donc je pense que ce serait pas mal de regarder d'abord la série, ensuite vous venez ici avec moi pour en parler tranquillement et écouter mon avis sur cette série intéressante, assez épique, c'est le nouveau chapitre du Seigneur des Anneaux du passé. Et voilà, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Prenez le temps, installez-vous confortablement. La vidéo commence dans quelques instants. Bisous, bon visionnage. Oh, ce passage, franchement, je supporte pas. Alors c'est pour ça que j'ai fait juste une petite photo pour vous montrer justement que cette pâte visqueuse, en fait, vraiment glauque, représente le grand méchant de cette histoire, Sauron, qui est en train de renaître après un événement justement qui lui est arrivé. Donc franchement, je trouve que cette saison a des passages quand même assez glauques et ça en fait partie clairement. Donc c'est tout ça montre la renaissance de Sauron. Donc c'est assez visqueux et assez horrible, mais en tout cas ça montre que c'est le Seigneur des Ténèbres aussi. Donc quelque part ça va avec ce qu'il est. Un monstre, voilà, qui prend forme humaine et qui petit à petit va faire son chemin dans la terre du milieu. Il va d'abord passer au Mordor, ensuite il va aller en Erégion, après il va aller par-ci par-là. Donc c'est un peu ça. Donc disons que c'est sa renaissance qui se fait petit à petit et voilà, qui est horrible et qui ressemble vraiment à ce qu'il est, quoi, en fait. Donc accrochez-vous pour ce petit passage visqueux. Sur moi perso. Et là, on revient sur le fameux étranger qui est accompagné de Nori et de Poppy, si je me souviens bien, les deux petites semi-femmes. Alors voilà, donc je vais aller comme ça au cours de cette vidéo d'un personnage à l'autre. Voilà, pas forcément, il n'y a pas plus ou moins dans l'ordre, donc accrochez-vous. Mais c'était pour revenir un peu aussi sur leur petit voyage qui est intéressant parce qu'ils sont dans une zone désertique qui est dépaysante en fait. C'est un nouveau paysage qui change par rapport à la saison 1 qui était très dans les forêts. Et là, on est dans une zone un peu désertique. C'est assez nouveau, ça apporte sa touche de fraîcheur. Une fraîcheur qui est intéressante. Et là, on revient sur le sombre Sauron, qui dans cette scène est soumis par un personnage, voilà, un autre personnage qui semble dominer Sauron, mais bon, bien sûr, on sait que le Seigneur des Ténèbres est très sournois. Il adore comploter et dans cette scène, on sent en fait, voilà, comme d'habitude, il complote, il n'est pas clair, il cache son jeu, et donc il est soi-disant soumis en apparence, mais pour mieux rebondir après. Donc en fait, Sauron, cette saison, c'est clairement la saison de Sauron. Franchement, sa saison qui montre vraiment toutes ces manipulations, tous ces complots, ces sales coups pour arriver à ses fins. Et là, mes chers abonnés, franchement, ce roi, il a un peu changé mon avis avec cette jolie chanson par rapport au départ des elfes, de la Terre du Milieu et tout. Parce que avant, je suis pas spécialement fan de lui, mais je trouve qu'il chante super bien. C'est une très belle chanson, en même temps qu'assez mélancolique et en même temps ça fait un peu bizarre en fait, parce que pourquoi le départ des elfes alors que c'est maintenant que la guerre commence? On sait que Sauron est là, il faut se battre en fait. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il y en a qui veulent se barrer, mais normalement il faut rester pour se battre, il faut rester pour défendre cette terre où vous êtes resté pendant longtemps. C'est un monde vous faites partie de ce monde, donc il faut le défendre normalement. Donc je trouve que ce côté fuyant des elfes me pince un peu. Voilà, un côté un peu lâche qui me pince un peu. Parce que je me dis, il faut qu'on se batte tous pour lutter, pour sauver notre monde en fait. C'est un peu ma logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Parce que moi, c'est un peu mon avis. Mais à côté de ça, la chanson est très sympa. Elle parle du passage du temps, du passage, voilà, le temps qui passe. Voilà, les feuilles tombent dans la rivière, le courant les emporte, les gens passent à autre chose, le temps s'écoule. C'est une belle thématique. C'est bien, mais ça fait un peu lâche. Quelque part, donc ça me passe un peu, parce que je me dis qu'ils font partie de ce monde et ils doivent rester pour défendre ce monde, voilà, les hommes, les nains, c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes zones, mais c'est le même monde, et donc il faut se battre en fait, tous ensemble contre Sauron. Et voici donc les fameux anneaux de pouvoir, donc on sent que les elfes sont assez mitigés par rapport à ces anneaux que les elfes ont, parce qu'on sent qu'il y a du pouvoir dedans, mais en même temps, certains l'acceptent plus ou moins. Déjà, Elrond est méfiant, se dit mais où est-ce qu'on va aller avec ces pouvoirs-là? Ça pourrait nous pousser vers la voie des ténèbres, trop de pouvoir. Et en même temps, d'autres sont intéressés, comme par exemple Galadriel, elle est plutôt attirée
comme un autre, voilà, justement en parlant d'elle, voilà, donc elle semble attirée, fascinée par ce pouvoir, cette puissance qui se cache dans ses anneaux, voilà, ça l'attire et peut-être qu'elle pourrait l'utiliser, voilà, pour faire des choses incroyables. Et justement dans cette scène, on sent que justement le pouvoir de ces anneaux se déclenche, car il permet de refleurir la végétation qu'il y a autour, et ça ramène de la lumière, et c'est magnifique, voilà, et l'elfe qui est juste à côté du roi, lui il est à fond dans l'idée que ces anneaux-là, en fait, ils sont puissants, mais tout dépend de qui contrôle ces anneaux. Ça peut servir pour le bien aussi, et ça peut faire de très belles choses. Mais en même temps, voilà, elle ronde, il est méfiant. Et moi, personnellement, forcément, en tant que spectateur, je me dis, c'est les deux. Voilà, ça peut faire des choses magnifiques, comme voilà, refleurir la végétation, ramener de la lumière dans cette terre des elfes. Mais en même temps, je me dis, comme on sait que, en général, les anneaux sont plus ou moins proches de Sauron, donc on se méfie un peu en tant que spectateur. Donc moi personnellement j'ai une petite méfiance, même si les elfes en général, même par rapport à l'histoire de Peter Jackson, sont moins affectés par le pouvoir maléfique des anneaux. C'est plus les hommes et les nains qui en font les frais, mais les elfes ça va, ils se gèrent plutôt avec. Donc voilà. Et puis je préférais la bague de Galadriel comme elle était dans le film de Peter Jackson. Le design était plus stylé, je trouve. Mais bon, voilà. Donc les elfes se retrouvent face avec leurs anneaux et chacun a son idée sur ces anneaux. Affaire à suivre. Et ensuite, on part pour Khazad-dûm, la montagne des nains. Alors franchement, moi personnellement, j'aime bien. J'aime bien, depuis la saison 1, j'aime bien ce passage des nains. J'aime bien la princesse Disa, le prince Durin. Ils sont amusants, ils sont fun, ils sont stylés. Voilà quoi. Et c'est bien de voir un peu l'époque de la grandeur, de la beauté de la montagne des nains. Parce que dans le film de Peter Jackson, c'est tellement tout détruit, il reste tellement plus rien avec Gimli que franchement le fait de revenir dans le passé et de voir un peu comment les nains vivaient, comment ils étaient heureux, comment ils étaient à l'aise sur leur montagne, comment ils s'étaient adaptés à cette vie entre guillemets souterraine, c'est vraiment intéressant. Et donc là on voit même Disa qui fait son marché, voilà, tout le monde qui passe partout, voilà, les femmes nains, et puis ça permet de voir les femmes nains, les hommes nains, donc on voit toute cette vie là dans la montagne. C'est vraiment intéressant et vraiment fun. Je dirais que ça fait partie de mes passages préférés dans Le Seigneur des Anneaux, Rings of Power, depuis la saison 1. Voilà, je les kiffe. Et franchement, j'espère qu'ils vont bien évoluer dans leur histoire, voilà, dans leur drama et tout. Et donc, on sent qu'au milieu de cette petite vie sympathique que les nains vivent dans la montagne, il y a un problème. Car la montagne s'effondre petit à petit. On sent qu'il y a quelque chose qui provoque des éboulements. Voilà, des éboulements qui viennent, c'est un peu des tremblements de terre dans la montagne. Donc tout d'un coup, la terre tremble, le plafond s'effondre, le caillou tombe de haut et casse un peu tout. Et donc du coup, c'est un peu, ils essaient de comprendre. Les nains essaient de comprendre d'où vient le problème, quel est le mal qui ronge la montagne et voilà, pourquoi ça se passe comme ça. Parce que voilà, là je vous montre un peu un extrait. Donc des roches qui tombent, qui cassent un des ponts. Vous voyez, c'est quand même grave. Donc affaire à suivre pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe en fait. Je vous laisse découvrir dans la série. Alors, pour revenir justement aussi sur d'autres créatures du désert, on sait que voilà, il y a des soldats, il y a toute une confrérie, il y a comme une sorte de secte qui vit dans le désert, dans la zone où l'étranger et les filles semi-femmes se baladent, explorent justement pour l'aider à comprendre ses pouvoirs et à se maîtriser ses pouvoirs. Donc on sent qu'il y a des soldats, il y a toute une confrérie, il y a des sorcières un peu qui apparaissaient un peu dans la saison 1 et tout, qui est habillée en blanc, mystérieuse là, à la fin de la saison. Et voilà, vous reconnaissez certainement celle-là. La plupart du temps, moi je pensais que c'était un mec au début. Eminem. En fait, non, c'est une fille. Et donc, elle fait partie de cette secte bizarre du désert là, voilà, qui travaille en collaboration avec les soldats masqués que vous avez vu, l'un des soldats que vous avez vu tout à l'heure, et aussi avec un mage, une sorte de sorcier, un magicien aussi, qui apparemment est leur chef.
et qui les envoie voilà, essayer de retrouver l'étranger, les semi-naines, qui semble intéressé par cet étranger et par son voilà, et par les pouvoirs qu'il peut renfermer. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, est-ce que ce serait pas Saruman? Je sais pas. Franchement, je me pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sorcier et de sa confrérie? Affaire à suivre, c'est le mystère. Retour à Khazad-dûm. Alors, où justement la princesse Disa essaie de trouver une solution par rapport aux effondrements bizarres qui arrivent dans la montagne. Et elle et ses collègues chanteuses, parce que oui, elles chantent en fait dans la montagne, et c'est une manière de communiquer un peu avec la montagne, un peu, essayer en fonction de la résonance de leur voix, ça leur apporte des réponses à interpréter avec cette jolie chanson. Personnellement, j'ai kiffé. Alors, elles essaient en fait, donc elles sont à 3, avec Disa qui est au milieu et ses collègues chanteuses. Et elle pousse la chansonnette en essayant de pouvoir se connecter à la montagne. La première fois dans la saison 1, c'était un peu une sorte de prière par rapport, je crois, c'était un peu des lamentations un peu. C'était un peu solennel d'une manière. Et là, c'est vraiment pour essayer de trouver une solution aux effondrements. Voilà, parce qu'elles se sentent coincées et elles essaient de comprendre. Et donc, elles poussent justement de la voix. Elles donnent de la voix comme ça, de manière assez, voilà, assez dramatique, n'est-ce pas? En chantant comme ça. C'est très sympa, franchement, vous devriez chanter aussi. Parce que franchement, une fois qu'on a, quand on se laisse aller, c'est bien. C'est très dramatique, voilà, très épique aussi, cette chanson. J'aime bien les chansons qu'ils ont rajoutées dans cette saison 2. Ça porte vraiment bien la saison, la série, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous appréciez ces nouvelles chansons qui ont été rajoutées pour un effet dramatique et mélodieux à la fois? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, au finish, Disa se retrouve devant le roi en lui disant qu'elles n'ont pas réussi à trouver la solution. Les effondrements continuent et ça reste complexe. En revenant chez les elfes, je voulais surtout illustrer le fait que Elrond reste toujours très méfiant par rapport à cette histoire des anneaux et par rapport au pouvoir maléfique qu'il pourrait potentiellement renfermer. Il est très hésitant en fait. Et il y a disons qu'il y a cet elfe plus âgé que lui, qui est une sorte de maître devant lui, qu'il respecte, qui lui par contre se dit que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, quand ils activaient le pouvoir des anneaux et que ça créait les feuillages illuminés, la lumière dans la forêt des elfes. Voilà, celui-là, lui, il se dit que non, que justement, les anneaux de pouvoir, en faisant une petite démonstration d'ailleurs sous l'eau, avec les poissons et tout ça, avec sa main, que les anneaux, en fait, tout dépend de qui les porte et tout dépend de l'intention du porteur de l'anneau. Donc ça, la question reste toujours posée. Voilà, sachant que certains sont plus pour le bien et d'autres plus pour le mal, comme Sauron, donc forcément, ça reste, ça fait réfléchir. Et là, l'étranger trouve son bâton. Alors, est-ce que vous en connaissez beaucoup d'hommes barbus qui ont un bâton dans cette histoire du Seigneur des Anneaux? Ça fait pas penser à quelqu'un? Affaire à suivre. Et justement, voilà justement l'effet de ce bâton, enfin l'effet du pouvoir de l'étranger. À un moment donné dans l'histoire de cette deuxième saison, l'étranger va déclencher une terrible tempête de sable
dans la zone désertique où il est. Alors c'est sûr que c'est très épique quand on le voit, mais avec les semi-naines qui sont à côté de lui, elles forcément ne vont pas trop apprécier parce qu'il va être balancé au loin, mais ça montre à quel point il est fort en fait, et tout le pouvoir qu'il a en lui en fait, canalisé dans le bâton, qui s'auto-détruit même à cause de ça. Incroyable. Le Seigneur Noir est de retour. Hein. Alors dans cette scène, évidemment, Sauron, il a un plan, forcément concernant les anneaux. La série ne s'appelle pas Rings of Power pour rien. Et donc, il essaie de retourner en Eregion pour se rapprocher de Celebrimbor. Parce qu'il sait que Celebrimbor, c'est un artisan, un forgeron. Donc forcément, c'est quelqu'un qui peut l'aider à construire les anneaux de pouvoir. Donc forcément, ça attire Sauron. Et dans cette scène, ce qui est vraiment très très drôle, c'est qu'au début de la scène, Celebrimbor, dès qu'il voit Sauron arriver, puisqu'il sait qui il est, il sait, donc du coup il chasse Sauron en fait, il le repousse en lui disant non, je veux pas de vous ici, dégagez, partez de là. Mais le truc c'est que la situation va tellement se retourner. Sauron est tellement combatif, il use tellement bien de sa combativité et de ses arguments, et il sait tellement jouer sous les émotions et mentir qu'il arrive à faire en sorte de rentrer quand même dans le château et de trouver le moment d'utiliser son pouvoir et de se révéler d'une manière tellement lumineuse, glorieuse, incroyable, épique en face de Celebrimbor que Celebrimbor est totalement subjugué. Partant de lumière, il comprend pas ce qui se passe et là, tout d'un coup comme ça, il voit, parce qu'au début l'apparence de Sauron est un peu misérable sous la pluie mouillée, tout ça, et là tout d'un coup le Sauron s'illumine, soi-disant sous le nom d'Anatar, voilà, qui est là pour aider Celebrimbor à sauver la Terre du Milieu, voilà, parce que Celebrimbor c'est un artiste qui peut les aider, qui peut faire en sorte qu'ils puissent travailler à deux pour sauver la Terre du Milieu. Mais oui, bien sûr. Franchement, mais c'est tellement présenté de manière tellement lumineuse que forcément, même si c'était vous, vous auriez l'impression de voir un dieu ou un ange se présenter à vous devant tant de lumière glorieuse et étincelante. Mais c'est clair que c'est pas ça en fait. Et c'est tellement bien mis en valeur en fait. Sauron est vraiment bien mis en valeur en tant que méchant manipulateur qui sait se servir d'images incroyables, d'images très bénéfiques, de soi-disant bons sentiments, alors qu'en fait, au fond, il est terriblement mauvais. C'est pour montrer qu'en fait, que des fois, le mal se présente sous une apparence très amicale, mais en fait, c'est le mal en fait. Il est très bien, il est bien représenté, l'acteur fait bien le job et je trouve que son côté manipulateur est très bien mis en valeur. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Et là, on va être dans la zone de Numénor. Oh, Numénor, c'est cool. Hein. Franchement, j'ai bien aimé comment ils ont représenté cette ancienne civilisation magnifique sur leur île dans la saison 1. Et là, bon, on parle d'Isildur. Bon, je l'aime bien, mais je sais pas si j'aime bien l'acteur, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un petit spoiler parce qu'il a survécu. Voilà, par rapport aux événements de la saison 1. C'est un petit spoiler, il est vivant. Voilà. Donc je pense que vous vous en doutiez parce que c'était pas vraiment, c'est un faux suspense en fait lui par rapport à ce qui était arrivé dans les terres du sud dans la saison 1. On savait plus ou moins qu'il aurait survécu, mais on savait pas juste pas où il était. Et donc là vous allez comprendre un peu mieux dans une scène qui fait un peu penser un peu à Frodon, un peu dans Peter Jackson, les films. Alors à Numénor justement on a le décès malheureusement du vieux roi, le père de la reine Myriel qui décède, et donc c'est un peu sur une note triste que ça commence. Et donc voilà, tout le monde est un peu à l'enterrement, aux funérailles et tout. Et voilà, donc, et bien sûr, donc tout le monde est là. Elendil, hein, le soldat stylé, le père d'Isildur, sa fille, toute la population rend un dernier hommage à leur roi de l'île de Numénor. Et voilà, donc c'est un peu triste et tout, mais en même temps, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Parce que déjà, on sait que Myriel, malheureusement, est atteinte de cécité suite aux événements de la saison 1. Elle est partie combattre les orques en terre du milieu. Malheureusement, elle y a perdu la vue. Et donc, c'est en tant que reine aveugle qu'elle doit régner maintenant. Donc, elle est accompagnée par Elendil, qu'on voit tout beau à côté, justement, qui est vraiment très loyal. Pour moi, il soutient vraiment sa reine. Il est prêt à la défendre jusqu'au bout. Mais la tâche est difficile, parce qu'elle est aveugle, en fait. Et face à elle et à son problème de cécité, il y a des gens qui commencent à comploter
qui commence à se dire que pourquoi elle reste une reine aveugle, nous guiderait en fait. À quel est l'intérêt? Donc certains commencent à comploter. Et il n'y a pas besoin de chercher loin. Ça commence déjà dans la famille, avec le cousin Pharazôn. Oui, le cousin de Myriel est un peu hypocrite, parce que quelque part, il fait semblant de suivre sa cousine, comme quoi c'est sa reine, il lui obéit, il lui est loyal, mais pas vraiment. Parce que son entourage à lui commence à comploter. Et il commence à lui dire que ben, ce serait bien si ce serait toi le roi. Tu peux être le roi en fait, tu connais bien notre civilisation, notre peuple, tu peux gérer, on peut se débarrasser de Myriel. Donc il n'est pas insensible à ce genre de complot qui rentre dans ses oreilles. Et parmi ses alliés, il y a son fils, qui justement, voilà, suit ce chemin de complot justement contre la reine Myriel. Et petit à petit, le complot s'installe. Petit à petit, on sent des retournements de situation et des retournements de veste. Le chouchou du Seigneur des Anneaux, j'ai nommé Arondir. Il est trop stylé, cet elfe, incroyable, incroyable, incroyable. Non, il est tellement bienveillant, héroïque, stylé, bienveillant. Je sais pas quoi dire, j'en perds les mots. Et dans cette scène, il sauve Isildur justement. Trop d'émotion. Je suis tellement content de le voir. Non, il est vraiment toujours aussi admirable et agréable à regarder dans cette série. C'est vraiment ce genre de personnages qui sont vraiment purement gentils en fait. Il n'est pas... Il n'a vraiment pas de défaut en fait. Peut-être son défaut c'est qu'il n'est peut-être pas parfait, genre il peut pas sauver tout le monde. Mais à part ça, je pense que c'est bon quoi. Arondir est tellement charismatique. Il sait tellement bien se battre. C'est un vrai, c'est le Legolas latino quoi. Je veux dire, il est incroyable, il est magnifique. Non, c'est un vrai plaisir de le revoir, se battre aux côtés des forces du bien. Voilà, il est un peu dans son coin, mais en même temps, tu sens qu'il est du côté des elfes. Et puis bon, faut dire qu'il est un peu dans son coin aussi par rapport à sa tragédie personnelle qu'il a vécue parce qu'il a perdu Bronwyn. Vous vous souvenez d'elle? C'est la brune qui l'aimait. Et donc, il veille sur le fils de Bronwyn. Et je crois que c'est Théo, hein, si je me souviens bien du nom. Mais disons que voilà, quoi, il porte un peu cet échec en lui de n'avoir pas pu sauver comme il aurait voulu sa chérie Bronwyn. Et donc c'est vraiment dommage et touchant. Alors de retour à Khazad-dûm, j'ai pris cette photo pour vraiment illustrer le côté, tout le dilemme en fait qu'apporte l'arrivée des anneaux de pouvoir dans la montagne. Parce qu'il y a vraiment deux camps qui vont se former. Il y a le camp de ceux qui apprécient les anneaux de pouvoir dans la montagne, le vieux roi Durin à droite, et ceux qui ne supportent pas l'idée justement, qui voient le côté mauvais des anneaux justement dans la montagne, c'est le prince justement alors il ne faut pas que je m'embrouille hein. En tout cas disons que c'est le vieux parce que les noms là je m'embrouille un peu, mais disons que le vieux roi apprécie les anneaux et le fils n'apprécie pas, donc du coup ça crée justement une tension parce que le roi se dit oui mais les anneaux peuvent vraiment nous aider à sauver la montagne, et son fils Rouquin n'est pas du tout convaincu en fait, absolument pas convaincu. Voilà, mais je pense que les deux s'appellent Durin, hein, je pense. Sauf que c'est le père Durin, le fils Durin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc disons que le père apprécie et le fils non. Et donc du coup c'est tout un dilemme qui se place, ça met des tensions entre eux, et franchement moi je comprends le fils. Là, côté Numénor, avec la fille d'Isildur et le palantir que vous voyez dans sa main, cet objet un peu de vision qui permet de voir un peu le futur. Donc c'est un peu la suite du complot. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vais vous laisser découvrir, faire vraiment l'expérience de cette affaire de complot contre Myriel. Mais en tout cas, c'est toujours dans la dynamique du complot. Elle fait partie des complotistes en fait, contre la reine Myriel.
Donc voilà, donc elle essaie justement, voilà, elle sort ses arguments contre la reine. Mais je sais pas quoi, je veux dire, bon, ça suit la logique des livres, mais en même temps, bon, pour ce que j'en sais, hein, les petits résumés que j'ai vus par rapport à Numénor, mais en même temps, Myriel est bienveillante en fait, je veux dire, est-ce qu'on peut pas trouver un moyen de s'entendre avec elle quand même? Je veux dire, elle est bienveillante, elle veille sur son peuple, quoi. Je veux dire, c'est pas un tyran, donc pourquoi la renverser? Juste parce qu'elle est aveugle? C'est un peu, je sais pas, ça fait un peu traître quand même, c'est un peu dommage quand même. Mais bon, c'est un peu leur vision des choses. Et en plus du fait que euh, tous les moyens sont bons pour eux pour comploter le groupe de Pharazôn. Et même justement l'aigle que je vous montre là en image, il a une forte valeur symbolique à Numénor. Et c'est un des symboles que le groupe de Pharazôn veut utiliser à leur avantage pour détrôner Myriel. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est si bien de la détrôner? Dites-moi en commentaire. Alors c'est juste une petite scène justement pour montrer un peu que les deux séminaines, Poppy et Nori, si je ne me trompe pas, ont bien survécu et elles ont rencontré un peuple de semi-hommes du désert. Donc ça c'est sympa parce que ça permet de voir en fait que les semi-hommes sont un peu partout. Donc il y en a qui sont dans les forêts, il y en a qui sont dans le désert, donc ça permet de voir une petite communauté qui vit aussi là-bas et qui est sur leur chemin et qui existe en fait. Donc ça c'est intéressant, voilà, c'est un petit passage, voilà, je ne suis pas méga fan de ces deux titres, mais en tout cas au moins, j'ai bien aimé le côté, il y a d'autres semi-elfes qui existent un peu partout dans le monde et qui s'adaptent aussi à leur environnement. Et ceux-là sont adaptés au désert et puis voilà, ils vivent là-bas, ils ont trouvé le moyen de s'installer et de créer leur communauté. Et ça, c'est le fameux Tom Bombadil. Alors ça, il paraît que c'est un personnage qui est très puissant, mais qui a une apparence assez modeste, et qui est sur le chemin de l'étranger dans la série, et qui l'aide, qui l'accueille dans sa maison, qui est plutôt sympathique, mais en même temps, il est très mystérieux. On se demande bien qu'est-ce qu'il cache, en fait, parce qu'apparemment, il est très puissant, et en même temps, il est très discret, on ne sait pas trop, mais en même temps, au moins, on sent quand même qu'il est bienveillant, parce qu'il aide l'étranger sur son chemin, voilà, il l'accueille dans sa maison, il est plutôt sympathique, en fait. Donc, moi je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en fait de Tom Bombadil? J'ai entendu parler de lui par d'autres youtubeurs, en fait, qui parlaient du Seigneur des Anneaux, qui s'intéressaient un peu sur le sujet, et qui disaient que c'était un personnage, voilà, plutôt puissant, mais qui est discret, qui montre pas sa puissance, mais qui semble assez sympathique, débonnaire, et vivant dans la forêt, du palière, là. Donc, c'est sympathique quand même de montrer son côté bienveillant. Et en tout cas, franchement, j'avoue que je me pose des questions. Je ne sais pas s'il sera là dans la suite, dans la saison 3 ou autre, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien percer son mystère, en savoir plus sur lui. Et vous, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous le connaissez, Tom Bombadil? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que ça vous fait plaisir de le voir dans la série? N'hésitez pas à me le dire. Par contre, j'ai bien kiffé le fait de revoir les aides. Vous voyez ces arbres qui apparaissaient dans le film de Peter Jackson, le 2, non? C'est les deux tours. Donc, on voyait ces arbres vivants assez effrayants à côté de Merry et de Pipin. Voilà. Et donc, qui étaient dans la forêt et tout. Et ils ont croisé un ent et Pipin est tombé par terre tellement il était effrayé. Donc, c'est cool de les remettre là. Ça fait un vrai clin d'œil au film de Peter Jackson et j'apprécie beaucoup. J'ai bien apprécié ça. Voilà. Ils sont fascinants, ces ents. À la fois menaçants et en même temps à la fois braves. Mais bon, il faut savoir les convaincre parce qu'ils ont tellement pas confiance dans les hommes qui n'arrêtent pas de leur couper des branches que forcément ils se méfient. Et là, c'est encore une autre illustration de l'obsession du vieux roi nain pour les anneaux de pouvoir. Hein. On sent à tel point que ces anneaux-là, c'est comme Gollum, quoi, dans le Seigneur des Anneaux. Ça crée cette puissance maléfique, enivrante, attirante. On ne peut pas y résister, en fait. Je veux dire, pauvre créature de la terre du milieu, quoi, d'être confrontée à des armes aussi terribles et en même temps qui ont une apparence aussi magnifique, en fait. C'est un peu comme Sauron, en fait.
voilà, il est stylé, mais il est méchant. Et ses anneaux, là, sont tout aussi beaux, mais en même temps maléfiques. Donc, en tout cas, pour les hommes et les nains, il n'y a pas de question à se poser, en fait. C'est une influence maléfique. Clairement, en parlant de maléfique, voilà Sauron. Alors, bon, j'en dis pas plus sur ce qui se passe dans cette scène pour vous laisser découvrir, mais il complote toujours pour arriver à ses fins. Mais le truc que je me pose par rapport à Sauron, c'est qu'en fait, il ne sera pas vaincu avant les films de Peter Jackson, en fait. Donc j'ai un peu peur d'un côté un peu redondant, parce que sachant qu'il y a une saison 3, 4 et 5 de ce Rings of Power, si à chaque fois il revient qu'on n'arrive pas à le battre, je sais pas, ça peut faire un peu répétitif, en fait, un peu ennuyeux, je sais pas. C'est un peu ma petite réserve par rapport à Sauron. Je trouve c'est le point fort de cette saison parce qu'on montre ses complots, mais en même temps c'est le point faible parce que j'ai peur d'un côté un peu répétitif par la suite le concernant. Et concernant ses combats face aux Galadriel et autres. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Epicness, quand tu nous tiens. Alors là, on est de retour à Numénor, hein, toujours dans la suite du complot contre la reine Myriel. Alors, les complotants vont l'obliger à subir une épreuve sous l'eau, en fait. Donc, j'en dirai pas plus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une épreuve, justement, qui détermine si on dit la vérité ou si on ment, en fait. Et en fonction de si on survit ou pas. Et donc là, j'avoue que c'est un passage qui m'a quand même donné des frissons. Ça m'a donné des petits frissons quand même, parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh my god, c'est quand même un peu effrayant quand même. Parce que n'oublions pas qu'elle est quand même aveugle, elle ne sait pas où elle va. Vous imaginez être aveugle et puis aller sous l'eau? Déjà qu'en étant sous l'eau, on voit pas grand chose déjà. On est ralenti, on n'est pas des poissons quoi. Je veux dire, on est ralenti, voilà, c'est bizarre, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau et en plus, il faut rentrer en étant aveugle. Vous imaginez un peu la peur qu'elle peut ressentir à ce moment-là, l'effet que ça peut faire, c'est terrible, hein, la cécité, hein, c'est vraiment terrible. Donc en tout cas, c'est un passage vraiment épique pour le personnage, que je vous laisse découvrir avec grand plaisir. Voilà, je suis sûre que vous allez apprécier aussi. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, moi, je suis du côté de Myriel quand même, parce que l'actrice, elle vient de la série Spartacus, que vous connaissez certainement. Donc voilà, donc je la connais depuis là-bas, et donc j'apprécie bien qu'elle soit là. J'apprécie bien. Ça fait plaisir de revoir sa tête et tout. Et puis elle était dans Arrow aussi, l'actrice. Ouais. Donc elle fait un peu le tour des séries. C'est cool. Et donc, oui, alors à un moment donné, les orques vont attaquer Eregion, là où se trouvent Celebrimbor et Sauron, dans leur construction des anneaux. Il faut dire que les orques aussi, là, sont contre Sauron, et en fait ils essaient de le choper. D'en finir avec lui. Et ils sont menés par leur chef, le père des orques, c'est leur seigneur père Adar. Alors Adar, si vous vous rappelez bien, dans la saison 1, il y a eu un changement d'acteur. Parce que dans la saison 1, c'était l'acteur, excusez-moi, je crois que c'est Joseph Mowell, qui faisait Benjen Stark dans Game of Thrones. Et là, c'est un autre acteur. Bon, je n'ai pas le nom, mais en tout cas, l'acteur a changé. Mais quand même, je trouve que l'acteur va bien. Ils l'ont plutôt bien pris. Vous allez voir son visage dans quelques instants. Je trouve qu'ils l'ont plutôt bien casté parce que ça pense une continuité avec l'acteur précédent qui était là dans la saison 1. Et donc, tu sens qu'en fait, au niveau du personnage, Adar supporte pas Sauron en fait. Voilà, quand vous allez voir la série, vous allez comprendre qu'en fait, ils sont ennemis. Ils sont ennemis parce que je pourrais même pas dire qu'ils ont été alliés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Adar, tel que vous voyez sur l'image, voilà, qui ressemble quand même plus ou moins à l'acteur précédent et tout, ils l'ont bien maquillé, n'aime pas en fait Sauron en fait. Donc il essaie, voilà, il le pourchasse. Voilà, c'est pour ça qu'il vient avec toute cette armée d'orques pour justement en finir et bombarder Eregion, voilà,
une guerre terrible hein, qui malheureusement sur le pauvre peuple elfique, oui c'est des elfes en général, mais le peuple elfique des régions va subir toutes ces attaques, ces catapultes, ces boules de feu, ces attaques d'orques, ces massacres, malheureusement pauvre peuple, hein, c'est toujours le peuple qui pâtit malheureusement des guerres. Ça je pense que c'est un truc qui change jamais, que ce soit dans la réalité ou que ce soit dans les films ou les séries. Donc ouais, donc il y aura, donc ça va chauffer en tout cas dans ce coin, il y aura la bataille et tout, et malheureusement il y aura des victimes qui vont franchement prendre cher, comme celle-là, c'est une des filles qui travaillait avec Celebrimbor, justement dans la construction des anneaux de pouvoir, parce que c'était toute une petite équipe que Sauron a mis pour assister Celebrimbor dans la construction des anneaux de pouvoir. Donc malheureusement, bon, c'est un spoiler, hein. De toute façon, c'est un personnage secondaire, donc c'est pas grave si je spoil un peu son destin. Là, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne survivra pas à cette guerre, malheureusement. Et en plus d'elle, il y a un autre détail qu'il faut rajouter par rapport à Elrond et Galadriel. C'est quoi ce baiser en fait? C'est un peu bizarre, je sais pas. La première fois, j'avoue que j'ai pas trop capté, parce que bon, j'avoue que j'étais un peu... La première fois que j'ai regardé l'épisode, j'étais un peu fatiguée. Donc j'étais un peu endormie, donc j'ai pas trop capté ce fameux détail que vous allez voir tout de suite. Le bisou de Elrond et de Galadriel sur la bouche. Alors des fois, je peux comprendre que parfois, quand on est sous le coup d'émotions, par rapport à un danger imminent, on peut se laisser aller à certaines émotions. Mais je veux dire, normalement, Galadriel est censée être la belle-mère d'Elrond, quoi. La mère de sa femme, en fait. C'est un peu bizarre, mais bon, comme certainement on va mettre ça sur le coup de, comme j'en parlais avec ma petite sœur, le coup de la longévité des elfes qui font qu'ils ont une vie qui est tellement longue que des fois ils peuvent peut-être faire un bisou et puis peut-être qu'après ils s'en rappellent plus. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. C'est un peu bizarre en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On arrive presque à la fin de la vidéo, mes chers et tendres abonnés, c'était un vrai plaisir. Et pour finir, je me disais qu'il fallait finir en beauté quand même avec un des monstres très reconnaissable de l'univers de Seigneur des Anneaux, quoi. Ça fait directement penser au Seigneur de Peter Jackson, l'épisode Les Deux Tours face à Gandalf et tout. Vous ne passerez pas. C'est tellement incroyable en fait. Et donc on se rend compte en fait que le Balrog de Morgoth existe aussi dans les Anneaux de Pouvoir. Ça, je pense que c'est clairement un fan service. Hein. Je pense que c'est clairement un fan service. Mais c'est pas mauvais parce que c'est tellement un monstre qui fait partie de cet univers que, quelque part, le fait de le montrer, c'est tellement iconique que je pense que c'est fait exprès et c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est le fait de le voir en action, attends, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand même. Il est tellement tout en feu, puissant, géant et tout ça. En plus, en tout cas, c'est clair que son apparition marque. Et c'est sûr que le roi des nains, voilà, je sais pas si je peux appeler ça spoiler ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand il va voir le Balrog, le roi des nains, comme on dit, il va peut-être passer un sale quart d'heure, il va peut-être lire l'heure, comme on dit chez moi. Enfin, en tout cas c'est pour dire que c'est un passage épique en tout cas, un passage épique que j'espère que vous allez apprécier autant que moi j'ai apprécié. Parce que franchement c'était franchement assez épique ce passage. Ouais. Donc en tout cas, ce que je peux dire du Seigneur des Anneaux, Rings of Power saison 2, c'est une bonne série. Voilà, c'est une bonne série. La saison 2 est bien. C'est bien. J'ai passé un bon moment. J'ai kiffé. Il y a des moments, bon, j'étais un peu fatigué, donc peut-être que j'ai regardé ça le soir, donc j'étais un peu... Mais globalement, j'ai bien été pris par tout le drama des elfes, des nains. Sauron, clairement, est bien mis en avant dans cette série. C'est vraiment sa saison de tous ces complots, donc voilà, toutes les personnes arrondies, ça fait plaisir de le revoir. Donc il y a plein de choses à voir, ça donne envie de savoir la suite, et c'est sûr que voilà, il y aura une saison 3, 4, 5,
Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire, comment ces personnages vont tous évoluer. J'espère le mieux possible, sans redondance et sans répétition bizarre, surtout avec Sauron en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu. Mais je peux donner quand même un bon 8 sur 10. Voilà. Je pense que je peux donner un bon 8 sur 10 à cette série qui est intéressante, qui va vous faire passer un bon moment. Et je pense qu'on a, avec l'ouverture d'esprit qu'il faut, parce que je sais que, bon, après, certains ont lu les livres, il y a des choses, quand on a lu les livres, après qu'on voit la série, on fait toujours des comparatifs, on apprécie certaines choses plus que d'autres, donc tout dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, moi, en tout cas, j'ai bien aimé, je suis plus la série, j'ai pas lu les livres, donc de ce que j'ai vu, j'ai kiffé, j'ai apprécié. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier aussi. Vivement la saison 3, on en sache plus sur cette affaire. Donc merci à tous pour ce visionnage. Likez, partagez, abonnez-vous. Il y a encore plein de choses à dire sur les séries. Moi, Oli, votre ami des séries, je suis avec vous et il y a plein de choses à dire et plein de bisous. Portez-vous bien. À très bientôt.